verra au cours de cette présentation, après une brève introduction, les différentes étiologies du rétrécissement aortique. On essaiera de comprendre les mécanismes physiopathologiques. On détaillera les moyens diagnostiques. On verra aussi l'évolution, mais d'une façon plus brève. Et on finira par les thérapeutiques possibles. La valve aortique est l'une des 4 principales valves du cœur. Elle sépare le ventricule gauche de l'aorte. Elle est constituée de 3 cuspides, des lames fibreuses tapissées d'endocarde. Au cours du cycle cardiaque, cette valve s'ouvre et se ferme régulièrement. Ouverte, elle permet aux sondes de passer du ventricule gauche à l'aorte. Elle devrait avoir une surface qui varie de 3 à 4 cm². Lorsqu'elle est fermée, elle empêche le sang de refluer vers le ventricule gauche. La valve aortique ainsi que son anneau font suite en bas à la chambre de chasse du ventricule gauche ou voie d'éjection. Elle est surmontée en haut par le sinus de Valsalva qui donne naissance aux artères coronaires. Vient ensuite la jonction sinotubaire, suivie de l'aorte ascendante. L'ensemble constitue ce que l'on appelle l'appareil valvulaire aortique, dont l'intégrité de chaque élément est une condition sine qua non pour un bon fonctionnement du complexe aortique. Le rétrécissement aortique est défini comme une obstruction à l'éjection du ventricule gauche localisée le plus souvent au niveau de la valve aortique. On parle de rétrécissement aortique orificiel qui est l'objet de notre cours aujourd'hui. Il faudrait savoir qu'il existe d'autres localisations à l'éjection du ventricule gauche, soit au-dessus des valves aortiques, on parle de rétrécissement supra-aortique, soit au-dessous des valves aortiques, on parle de rétrécissement sous-aortique ou rétrécissement aortique sous-valvulaire. Il existe 2 types d'obstacles, soit fixes à type de membrane ou de diaphragme, ou dynamiques, tels qu'au cours des cardiomyopathies obstructives. Voyons maintenant les étiologies. Nous commençons avec le rétrécissement aortique dégénératif ou sénile, appelé également maladie de Mankeberg ou RAC pour rétrécissement aortique calcifié. C'est le plus fréquent, notamment dans les pays développés. Il est en nette augmentation chez nous du fait du vieillissement de la population. Il résulte de dépôts calcaires au niveau de l'anneau, des structures valvulaires, les rendant indurées et rigides. Ces calcifications peuvent s'étendre sur le septum interventriculaire, la valve mitrale ou les artères coronaires. Il existe également des lésions ulcérables et friables, rappelant l'athérosclérose, qui peuvent être très emboligènes. Il n'y a jamais d'atteinte commissurale initiale, c'est le RAO du sujet âgé. Voici une illustration de la maladie de Mankeberg avec des calcifications massives sur le versant aortique. Notez l'absence de fusion commissurale et le respect du bord libre. En deuxième position, nous avons le rhumatisme articulaire aigu. C'est une étiologie dont la fréquence diminue du fait de la quasi-disparition du RAA dans les pays développés. Il touche plutôt les adultes jeunes et d'âge moyen. La lésion anatomique est représentée par une fusion des commissures et rétraction des valves, avec une atteinte le plus souvent polyvalvulaire. À la différence du rétrécissement aortique dégénératif, dans le RAA, notez sur cette coupe anatomopathologique une fusion des commissures, une fibrose rétractile des feuillets valvulaires, des dépôts thrombotiques sur le bord libre. Il existe aussi des calcifications des feuillets. Enfin, le rétrécissement aortique pourrait être congénital.
La sténose pourrait siéger à différents niveaux, soit valvulaire, et là le plus souvent il s'agit d'une bicuspidie aortique. C'est une anomalie congénitale qui est très fréquente, touchant 1% de la population, avec existence de formes familiales. Elle peut rester asymptomatique, évoluer vers une fuite ou un rétrécissement aortique. En effet, l'évolution est quasi anarchique. Elle est à évoquer devant un rétrécissement aortique chez un sujet de moins de 65 ans. Il faudrait tout le temps rechercher une dilatation de l'aorte ascendante ou une coarctation de l'aorte associée. Le rétrécissement aortique congénital pourrait siéger en sus valvulaire et là, il entre le plus souvent dans le cadre d'un syndrome polymalformatif, exemple du syndrome de Williams-Byrne, ou encore en sous-valvulaire, et là, il s'agit soit de membrane ou de diaphragme. Sur cette diapositive, nous voyons à droite un exemple de sténose aortique congénitale valvulaire avec une bicuspidie, c'est-à-dire une valve aortique dotée de 2 cuspides au lieu de 3. Il faudrait savoir qu'il existe aussi des cas d'unicuspidie, c'est-à-dire une valve aortique avec une seule cuspide. Et là, souvent, les lésions associent fuite et sténose. À droite, nous voyons un exemple d'une sténose aortique congénitale sous-valvulaire. Vous voyez bien que sous la valve aortique existe une petite membrane qui crée un obstacle hémodynamique à l'éjection du sang du ventricule gauche vers l'aorte. On voit ici les différentes formes possibles du rétrécissement aortique supravalvulaire, soit en un point, soit de type membrane, ou bien un rétrécissement aortique tubulaire sur une longueur plus étendue. Je finis les étiologies du rétrécissement aortique en vous montrant une coarctation aortique. Vous voyez que c'est un rétrécissement de l'aorte siégeant au niveau de son isthme, à savoir la jonction entre aorte horizontale et aorte descendante juste après la naissance de la sous-clavière. À droite de l'écran, un exemple de syndrome de Williams-Byrne. Donc c'est un syndrome polymalformatif qui associe une cardiopathie congénitale, un visage particulier, c'est un visage d'elfe, des troubles neuropsychologiques, c'est des patients qui sont hyper sociables avec un retard mental. Pour la physiopathologie, nous verrons les différents mécanismes adaptatifs du ventricule gauche à la sténose aortique. On analysera les répercussions sur la fonction systolique, fonction diastolique, les symptômes et les complications qui en découlent. L'existence d'un rétrécissement aortique représente un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. Pendant la systole se crée un gradient entre le ventricule gauche et l'aorte. C'est un gradient de pression, c'est-à-dire que la pression est plus élevée dans le VG comparément à l'aorte. L'éjection est donc prolongée puisqu'elle se fait plus difficilement. Ceci crée une surcharge systolique pure par augmentation de la post-charge. Cette sténose aortique apparaît progressivement, ce qui permet au ventricule gauche de s'adapter. Pour maintenir un débit cardiaque correct dans l'aorte et pour normaliser la tension pariétale, selon la loi de Laplace, le ventricule gauche doit s'hypertrophier de façon concentrique avec augmentation de la masse du ventricule gauche. Le ventricule gauche n'est dilaté dans les rétrécissements aortiques que dans les formes très évoluées. Au cours de l'évolution du rétrécissement aortique, la fraction d'éjection du ventricule gauche est très longtemps conservée grâce à l'hypertrophie induite par l'augmentation de la post-charge. Au contraire, le ventricule gauche est parfois même hyperkinétique avec des fractions d'éjection supranormales luttant contre l'obstacle valvulaire. En revanche, dans l'aorte, le débit cardiaque reste normal au repos mais s'élève insuffisamment durant l'effort.
À un stade très évolué, le ventricule gauche finit par se dilater avec une altération de la fraction d'éjection. La récupération de la FEVG après traitement curatif est alors aléatoire. La fonction diastolique est altérée précocement du fait de l'hypertrophie du ventricule gauche qui diminue la compliance, c'est-à-dire l'élasticité, et la relaxation du ventricule gauche. Cette altération gêne le remplissage diastolique. De ce fait, les pressions augmentent en amont et retentissent sur la pression capillaire pulmonaire, ce qui explique la dyspnée, notamment à l'effort. La systole auriculaire est alors fondamentale chez ces patients, expliquant que le passage en emphase soit mal toléré en général. La sténose aortique est une maladie progressant lentement, laissant ainsi le temps au ventricule gauche de s'adapter. En effet, un patient peut tout à fait avoir un rétrécissement aortique serré et être asymptomatique. La survenue des symptômes signe un tournant évolutif de la maladie et doit conduire à une intervention urgente. Les complications rythmiques, notamment les troubles du rythme ventriculaire, sont secondaires à l'HVG. L'HVG entraîne des modifications des structures et des propriétés électrophysiologiques des cellules myocardiques. Les troubles du rythme ventriculaire peuvent être à l'origine d'une mort subite. Les troubles conductifs auriculo-ventriculaires sont en rapport avec l'extension des calcifications de la valve vers le septum, où passent les structures de conduction du tissu nodal, faisceau de His, notamment. Le diagnostic du rétrécissement aortique repose sur un faisceau d'arguments. L'interrogatoire recherchera l'existence de signes fonctionnels. Notez que l'apparition des symptômes est précédée d'une longue période asymptomatique qui peut durer plusieurs années. De ce fait, un rétrécissement aortique, même serré, peut être parfaitement asymptomatique et découvert lors d'une auscultation systématique, alors qu'un rétrécissement aortique qui n'est pas serré n'entraîne jamais de symptômes. L'existence de signes fonctionnels traduit donc un rétrécissement aortique serré. Les signes fonctionnels surviennent à l'effort, puis au repos dans les formes les plus évoluées. Notons que l'angor, la syncope d'effort, la dyspnée d'effort sont les trois maîtres symptômes du rétrécissement aortique. Nous allons commencer d'abord par les syncopes d'effort. L'angor d'effort est beaucoup plus fréquent. Il survient chez 75% des patients porteurs d'un rétrécissement aortique serré. Le mécanisme est multifactoriel. En effet, l'hypertrophie ventriculaire gauche va entraîner une augmentation de la consommation d'oxygène du ventricule gauche. Elle va aussi entraîner un écrasement des vaisseaux coronaires intrapariétaux. L'angor d'effort est expliqué également par une diminution de la réserve coronaire, définie par une diminution de la vasodilatation des coronaires à l'effort. Et enfin, l'athérosclérose, présente chez 50% des patients avec rétrécissement aortique, pourrait aussi expliquer la survenue d'angor. Il s'agit au fait d'un même terrain. Enfin, la dyspnée est due à l'insuffisance cardiaque, diastolique d'abord, puis systolique. À l'extrême, c'est une dyspnée de décubitus ou de repos, traduisant une insuffisance cardiaque avancée. À l'examen clinique, et commençons par l'examen cardiaque,
La palpation de l'air cardiaque objectivera un frémissement qui pourrait être perçu avec le plat de la main au foyer aortique, le patient étant penché en avant en fin d'expiration. En général, ceci traduit la présence d'un rétrécissement aortique hémodynamiquement significatif. Dans les cas évolués, on aura un élargissement du choc de pointe qui est dévié en bas et à gauche et signifiant une dilatation du ventricule gauche. L'essentiel de l'examen clinique se fera avec l'auscultation cardiaque qui objectivera une diminution du B1 fréquemment, suivi d'un clic protosystolique si les valves aortiques sont restées souffles. Viendra ensuite un souffle caractéristique. D'abord, il est mésosystolique, c'est-à-dire qu'il commence après un intervalle libre après le B1, il va crescendo puis décrescendo, dessinant un souffle losangique au phonocardiogramme. Le souffle se termine avant le B2. Il est de timbre rude râpeux. Il est maximum au foyer aortique et au bord gauche du sternum et se caractérise par son irradiation typique au carotide. Le souffle du rétrécissement aortique est renforcé après les diastoles longues en cas d'arythmie, après un repos compensateur d'une extrasystole par exemple ou en cas d'ACFA. Le deuxième bruit est normal dans un rétrécissement aortique peu serré, diminué ou aboli si le rétrécissement aortique calcifié est serré. Dans le rétrécissement aortique serré d'origine rhumatismale, le B2 peut être conservé. Donc nous noterons la présence d'un bruit de galop B4, appelé également galop présystolique, qui est dû à l'éruption du son chassé par la systole auriculaire à la fin du remplissage ventriculaire dans un ventricule peu compliant. Celui-ci est absent bien sûr en cas d'ACFA. Notons que ce galop se retrouve dans toutes les situations où existe une hypertrophie ventriculaire gauche et ne traduit pas une insuffisance cardiaque. Il est important de différencier ce souffle avec d'autres souffles systoliques, notamment le souffle d'obstruction d'une cardiomyopathie obstructive, une insuffisance mitrale avec son souffle systolique, une CIV ou un rétrécissement pulmonaire. L'examen périphérique retrouvera des anomalies de la pulsatilité artérielle, le pouls est en général faible avec une ascension lente, la pression aortique systolique et la pression différentielle sont en général diminuées. À l'ECG, nous aurons des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique avec rotation axiale gauche, augmentation des indices d'HEG tels que l'indice de Lewis, l'indice de Sokolov-Lyon, négativation des ondes T dans les dérivations précordiales gauche. Parfois, le CG enregistre un trouble de la conduction auriculo-ventriculaire avec un BAV premier, deuxième ou troisième degré ou un trouble du rythme ventriculaire. Ces signes sont parfois absents sur le CG de surface et sont recherchés par un Holter-ECG, notamment en cas de syncope ou de palpitation. À la radiographie du thorax, le cœur est peu ou pas augmenté de volume du fait de l'hypertrophie concentrique sans dilatation. La silhouette cardiaque reste modifiée avec dilatation de l'aorte initiale et hyperconcavité de l'arc moyen gauche. On pourrait avoir des calcifications de la valve aortique en cas de rétrécissement aortique calcifié. L'échocardiographie Doppler cardiaque reste un examen fondamental dans le diagnostic et le bilan du rétrécissement aortique. Elle a pour but de confirmer le diagnostic, rechercher une étiologie, quantifier la valvulopathie
évaluer le retentissement cardiaque et rechercher des lésions associées. L'échographie bidimensionnelle en analysant l'aspect des sigmoïdes aortiques permet de poser le diagnostic positif devant des valves remaniées qui s'ouvrent mal. Elle permet également de poser un diagnostic étiologique en fonction de l'aspect de l'atteinte, soit rhumatismal, bicuspidie, un RAO dégénératif calcifié ou membrane sous-valvulaire ou supravalvulaire chez un sujet jeune. Le diagnostic de sévérité est établi devant une ouverture limitée des sigmoïdes aortiques inférieure à 8 mm en présence d'un débit cardiaque normal. Couplé au Doppler, la mesure de la surface aortique se fait par l'équation de continuité. Une surface inférieure à 1 cm² ou 0,6 cm² par mètre carré de surface corporelle traduit un rétrécissement aortique serré. La mesure du gradient de pression ventricule gauche aorte grâce à la méthode Doppler ou la vitesse maximale à travers l'orifice aortique permet aussi de déterminer le caractère serré du rétrécissement aortique et ceci d'une manière indirecte. Nous retenons un gradient moyen supérieur à 40 mm/Mercure ou une vitesse maximale supérieure à 4 mètres secondes pour parler d'un rétrécissement serré. Enfin, l'échocardiographie permettra d'évaluer le retentissement en recherchant une hypertrophie ventriculaire gauche par la mesure de l'épaisseur du septum et de la paroi postérieure qui sont augmentées, une estimation de la fonction ventriculaire gauche globale par le calcul de la fraction d'éjection VG, FE-VG, ou la fraction de raccourcissement. L'échocardiographie Doppler recherchera aussi des signes associés, notamment une dilatation de l'aorte ascendante du fait du jet aortique. Elle recherchera une coartation aortique associée ou d'autres valvulopathies. La coronarographie est un examen invasif, systématique dans le cadre du bilan préopératoire en cas d'existence d'angor, suspicion de cardiopathie ischémique, dysfonction VG, en plus de 40 ans aux femmes ménopausées ou en cas d'un patient présentant au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Le but étant de détecter une éventuelle sténose coronarienne à corriger au moment de la chirurgie valvulaire. La mesure du score calcique valvulaire aortique est d'un très grand intérêt en cas de discordance entre les symptômes et l'évaluation échocardiographique. Il permet la mesure de manière fiable et reproductible le niveau de calcification et donc d'atteinte anatomique valvulaire aortique. Il est très simple et rapide à faire via un scanner thoracique sans injection et sans produit de contraste. Il est corrélé à la sévérité de la sténose et donc au pronostic. Pour faire simple, plus le score est élevé, plus la valve est calcifiée, donc la sténose est serrée. On considère que le RAC est serré si le score est supérieur à 1200 unités chez la femme ou à 2000 unités chez l'homme. Le reste des examens complémentaires pourraient comprendre une échographie transœsophagienne ou ETO, dont les indications sont limitées aux patients non échogènes, en cas de nécessité de mesure de l'anneau aortique avant le TAVI, en cas de suspicion d'endocardite infectieuse. Le CGD fort est indiqué dans le cas du rétrécissement aortique asymptomatique. Il permet de dépister les patients faussement asymptomatiques. Typiquement, il s'agit de sujets âgés sédentaires qui se disent asymptomatiques car son activité quotidienne est limitée. Le CGD fort permet aussi la recherche de signes de gravité, notamment une hypotension à l'effort ou arythmie ventriculaire.
Retenir que l'ECG d'effort est formellement contre-indiqué en cas de rétrécissement aortique serré symptomatique. Passons au dosage de BMP ou NT-proBNP qui ont un intérêt surtout pronostique, notamment pour le sujet asymptomatique. L'haltéro-ECG est indiqué dans le cas de l'hypothémie ou de syncope ou de palpitation, à la recherche de troubles du rythme ventriculaire menaçants ou de troubles de la conduction. Un examen à détailler, c'est l'échographie d'obutamine qui est indiquée en cas de rétrécissement aortique avec dysfonction VG et un bac-radion, c'est-à-dire un radian inférieur à 40 mm mercure. L'échographie d'obutamine a deux buts: éliminer une sténose aortique pseudo-sévère. Dans ce cas, le VG défaillant entraînera une ouverture insuffisante de la valve aortique qui est alors considérée à tort comme serrée. Le deuxième but étant de rechercher une réserve contractile myocardique. L'absence de réserve myocardique entraînera un risque chirurgical majeur, donc une surmortalité. Enfin, le scanner cardiaque pré-TAVI est quasi systématique. Il permet la mesure de l'anneau aortique et des axes artériels des membres inférieurs pour déterminer la taille de la prothèse. Il a aussi un intérêt pour mesurer l'aorte ascendante et le score calcique valvulaire aortique. À noter que le score cardiaque pourrait être couplé au coroscanner, dont l'intérêt est de dépister des lésions coronariennes chez les sujets à faible risque. On terminera par le cathétérisme cardiaque dont les indications sont actuellement très limitées, uniquement en cas de discordance clinico-échocardiographique, avec impossibilité d'apprécier le degré de sténose en échographie ou au scanner. Il permet une mesure invasive du gradient pic à pic, donc qui correspond au gradient moyen échocardiographique, et donc le calcul de la surface aortique à partir du gradient et des mesures du débit cardiaque. Le rétrécissement aortique évolue en deux phases successives selon le schéma de Braunwald. Une première phase de bonne tolérance où on a l'absence de signes fonctionnels. Cela peut durer longtemps, plus de 20 ans. Pendant ce temps, la surface officielle se rétrécit lentement. Les symptômes apparaissent en général quand la surface est inférieure à 1 cm², mais parfois bien plus tard. Cette évolution se fait d'autant plus lentement que la vitesse des flux transaortiques reste inférieure à 4 mètres secondes. Elle s'accélère à partir de ce seuil chez les sujets âgés, avec bien sûr des variations. On observe alors en règle générale une augmentation du gradient moyen de 10 mm mercure par an, une diminution de la surface officielle de 0,1 cm² par an. Outre l'âge qui accélère l'évolution, d'autres facteurs de risque semblent intervenir. Ce sont ceux de l'athérosclérose, hypercholestérolémie, HTA. En effet, leur traitement freine cette évolution. La deuxième phase, c'est la phase de mauvaise tolérance. Lorsque les signes fonctionnels apparaissent, le pronostic devient alors mauvais. En effet, la durée prévisible de survie après l'apparition d'ongor est de 4 à 5 ans. Elle est de 3 ans après la survenue du syncope, 1 à 2 années après une IVG et 6 mois seulement après une insuffisance cardiaque congestive. Sachant que la mort subite à tout moment pourrait survenir, essentiellement dans les formes symptomatiques. Les complications sont surtout représentées par le risque de